Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Madame, monsieur, bienvenue et bonjour à vous. Bienvenue à cette émission économique Éco-Sahel sur Ifriqi FM où nous allons explorer les tendances, les défis et les opportunités économiques qui façonnent l'avenir du Sahel et de l'Afrique. Dans cet épisode, nous allons mettre en lumière un sujet d'actualité majeur, la prorogation du pacte de croissance et d'opportunité en Afrique, appelé aussi AGOA par les États-Unis jusqu'en 2041. Ce pacte qui vise à stimuler le commerce entre les États-Unis et les pays africains suscite un vif intérêt et soulève des questions quant à son impact sur l'économie de la région. Pour nous aider à décortiquer ce sujet complexe, nous allons avoir avec nous, au cours de cette émission, nos chroniqueurs Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bien le bonjour à vous, Samuel. Bonjour. Bonjour. Mzoura Al-Hayani, également chef d'entreprise. Bien le bonjour à vous, Mzoura. Bonjour. Bonjour, et nous avons aussi avec nous au bout du fil, depuis l'Algérie, Mohamed Achir, expert et analyste en économie. Bien le bonjour à vous, Mohamed Achir. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, pour commencer, pour expliquer à nos chers auditeurs, c'est quoi déjà l'AGOA, Samuel Akizimana? Vous savez un paquet sur ce pacte, vous venez de me le dire. C'est quoi l'AGOA? C'est quoi les objectifs principaux de ce pacte de croissance et d'opportunité en Afrique? Je te remercie beaucoup, Ademalek, parce que oui, ça m'est tenu à cœur de parler sur ces sujets, sur l'AGOA. En fait, l'AGOA, c'est une loi. Il faut déjà que les gens puissent comprendre. C'est une loi qui a été votée aux États-Unis avec l'objectif, parce que c'est une loi qui voulait montrer l'intérêt, surtout que les États-Unis et l'Afrique reconnaître la valeur des États-Unis sur le côté économique avec l'Afrique, c'est-à-dire que favoriser les échanges entre les pays d'Afrique et les États-Unis, c'est-à-dire que concernant certains produits, c'est pour ça on va se rendre compte qu'il y a certains produits pour briser certaines barrières douanières avec l'Afrique et les États-Unis, mais concernant certains produits. Donc c'était une loi qui a été votée et qui, comme vous venez de le dire, ça fait plus de combien d'années que ça existe. Donc normalement, cette loi devrait prendre fin en 2025. Oui. Mais comme vous venez de dire, avec cette actualité qui est sortie, donc les parlementaires et certains acteurs, donc ils sont en train de voir comment prolonger cette loi jusqu'en 2041. C'est-à-dire que 16 ans, ajouter 16 ans encore sur cette loi pour que la coopération entre les États-Unis et certains pays d'Afrique puisse continuer. Donc, c'est une loi qui a été votée. Et cette loi vise à encourager les échanges entre les États-Unis et certains pays d'Afrique sur certains produits, mais avec certains critères. Donc, il y a des pays qui peuvent être éligibles et des pays qui ne peuvent pas être éligibles. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup à dire à travers ça. Excellent, Samuel Akizimana. Mzoura Al-Hayani, sans doute vous partagez le même avis que Samuel sur ce projet de loi. Oui, effectivement. Comme Samuel a dit, le projet de loi va prolonger, qu'on a prolongé jusqu'en 2041, c'est un projet de loi qui a des avantages comme des inconvénients aussi pour le pays, pour le continent africain, parce que je pense qu'on va en parler après en détail. Mais à mon avis, je donne mon avis personnel, moi je pense qu'il a plus d'inconvénients que d'avantages pour les pays africains. On va voir aussi l'opinion de Mohamed Achir. Mohamed Achir, vous êtes avec nous. Encore une fois, je rappelle que vous êtes expert en économie. Donc tout d'abord, quelle est l'importance de l'AGOA pour les pays africains? Je pense que c'est un dispositif permettant quand même des niches à l'exportation et des opportunités pour pénétrer le marché américain. Sur le plan économique et commercial, ça reste une opportunité. Maintenant, question des enjeux qui se cachent derrière, etc. Et puis les conditionnalités qu'imposent les États-Unis d'Amérique aux membres qui participent dans ce dispositif. Donc là, je pense que c'est un autre débat. Mais ça reste toujours une opportunité, une niche, c'est-à-dire à investir pour permettre à certains pays africains
de pénétrer le marché américain et d'avoir des opportunités d'exportation et surtout avec un certain nombre quand même de facilitations accordées par les États-Unis d'Amérique. Alors, un pacte qui allait prendre fin en 2025, mais qui va peut-être être prolongé jusqu'en 2041. En quoi consiste cette prorogation, Mohamed Achir? C'est toujours dans le même esprit. Parce que ça a été lancé d'abord en 2000 et il faut savoir une chose, que maintenant il y a aussi l'évolution. Le dernier rapport de l'OMC qui a été publié le 10 avril dernier, donc le 10 avril, donc il a quand même souligné une augmentation d'environ 5% du commerce africain dans la partie, c'est-à-dire commerciale internationale. Donc le commerce extérieur de tous les pays africains a augmenté d'environ 5%. Donc cela montre qu'il y a des opportunités assez intéressantes pour le commerce mondial, c'est-à-dire en termes de croissance de niveau d'internationalisation de l'économie africaine ou de l'intégration commerciale internationale africaine. Donc cela montre qu'il y a une croissance positive, même si reste en dessous du potentiel d'exportation de l'Afrique, mais il y a une tendance haussière de l'exportation des pays africains. Il y a aussi une certaine diversification de ces exportations. Il y a des pays quand même qui sont maintenant carrément dans l'exportation des produits manufacturés, pas seulement des produits agricoles et des matières premières. Donc cela offre également un avantage et pour les Africains pour pénétrer le marché américain, mais aussi c'est un avantage pour les Américains si ils captent surtout des matières premières à bon marché et même des produits manufacturés à bon marché, parce que il faut rappeler une chose, que le coût de revient dans certaines productions, que ce soit manufacturières et surtout les matières premières aussi, les produits semi-finis, sont vraiment très bas, donc ils sont compétitifs. Donc cela constitue une opportunité aussi pour les entreprises américaines. Et les États-Unis d'Amérique, bien entendu, ils visent à travers ce dispositif de renforcer carrément les liens commerciaux et économiques avec entre les États-Unis et l'Afrique. Oui, avec le continent africain. Samuel Akiziman, on peut pas nier, on peut pas dire que des pays africains ne veulent pas que l'AGOA, ce pacte entre les États-Unis et l'Afrique, soit prolongé. On a suivi le discours du président sud-africain Cyril Ramaphosa à la fin de l'année 2023, où il voulait justement que ce pacte, l'AGOA, il voulait que ce pacte se poursuive. Oui, en fait, comme l'ESPER aussi a pu le dire, il faut comprendre que ça donne cette opportunité. Il y a le côté positif. En fait, c'est pas ça. Il y a des avantages. Il y a des avantages. Il y a des avantages. Mais aussi des inconvénients. Oui, il y a des inconvénients. Mais en parlant des avantages, parce que quand on parle par exemple de l'Afrique du Sud, en fait, c'est une opportunité des pays africains membres qui bénéficient de l'AGOA de pouvoir pénétrer le marché américain, parce qu'on peut dire que c'est intéressant pour eux. Donc, à travers ça, il y a cet intérêt qu'il y a cette prolongation, parce que quand on peut dire les avantages par des barrières douanières sur certains produits, donc les produits de certains pays, que ce soit des produits agroalimentaires, des matières premières, peuvent atteindre les États-Unis pour gagner ce marché-là qui est intéressant pour les pays africains. Donc il y a cet avantage-là. Il y a d'où tous les présidents membres qui bénéficient de l'AGOA aimeraient qu'il y ait cette prolongation. Parce que, comme on le sait déjà, la loi qui visait la coopération à travers l'AGOA, entre les États-Unis et l'Afrique, allait terminer en 2025. Du coup, on vient de voir aussi qu'il y a cet intérêt. 16 ans ont été ajoutés. Oui. Ils sont en train de vouloir ajouter les 16 ans pour que ça puisse terminer jusqu'en 2041. Il y a ces avantages-là. Mais moi, j'aimerais pas m'arrêter là. Parce que moi, il y a quelque chose qui me touche à cœur. Parce que, vu que je suis déjà burundais, j'aimerais donner un exemple concret pour voir les dessous de tout de ça. Parce que il y a ces avantages-là. Mais moi, j'aimerais aller regarder les dessous de ce qu'il y a à travers cette loi. Parce que si on regarde très bien, il y a des critères d'éligibilité et des critères qui permettent que les personnes puissent... OK.
Mais par exemple, je vais vous donner un exemple. En novembre dernier, l'Ouganda, qui bénéficiait aussi des avantages de l'AGOA, a été exclu. Et si on demande de pourquoi l'Ouganda a été exclu, pourquoi? Parce qu'il y a le fait que l'Ouganda, ils ont voté une loi anti-LGBT. C'est-à-dire que il y a du politique. Il y a du politique. C'est-à-dire qu'il y a de l'ingérence. Il y a de l'ingérence. C'est-à-dire que on t'accorde, c'est comme si on t'accordait à ce que tu puisses bénéficier de ce marché, mais dès que tu ne vas pas dans contrepartie, voilà, c'est-à-dire que oui, parce que c'est un avantage pour toi. Ça permet. C'est une forme d'ingérence. Oui, c'est une forme d'ingérence. Il y a cette ingérence qui permet à ce que, par exemple, il faut regarder. En fait, tu deviens d'une part dépendant, parce que si on regarde très bien, à travers même cette loi, on va voir que ça favorise aussi plus l'exportation de matières premières vers les États-Unis. C'est-à-dire que si tu es un pays qui exporte plus les matières premières vers les États-Unis, c'est-à-dire que ça te permet de faire entrer de l'argent s'il y a de l'économie, etc. Imaginez maintenant, on commence à t'imposer en disant pour que tu puisses continuer à bénéficier de ce marché, tu dois aller dans notre compte. Si tu ne vas pas dans notre compte, c'est-à-dire que tu seras exclu. C'est qu'il y a des répercussions considérables à travers les pays qui bénéficient de cette loi, qui n'arrivent plus à bénéficier. Parce qu'il faut comprendre aussi, une fois que tu bénéficies de cette loi, en fait, il y a plusieurs pays qui bénéficient de cette loi. Lorsque tu n'arrives plus à bénéficier, tu deviens inéligible de cette loi, il faut comprendre que il y a cette même mise des États-Unis, c'est-à-dire que même certains pays avec qui tu pouvais commercialiser, il y a aussi ces menaces indirectes à travers ces pays. C'est-à-dire que tel pays, c'est comme si tu ne fais plus partie de notre camp parce que tu ne respectes plus certaines histoires que nous devions respecter. C'est-à-dire que tu deviens comme un pays non grata en quelque sorte. C'est-à-dire que tu as des répercussions à long terme. C'est ça qui me désordre avec cette loi. C'est-à-dire que cette loi, au vu, c'est très bien, mais les dessous sont encore plus mauvaises. C'est ça que moi je voulais dire par là. Alors une loi pour initier le développement en Afrique ou bien un outil d'ingérence, Mzoura Al-Hiani, j'aimerais entendre votre avis. Je pourrais dire que je suis presque du même avis avec Samuel parce que ce que Samuel a soulevé, c'est qu'on peut dire que les investissements aussi que les acteurs économiques africains qui font dans ces différents secteurs, c'est pas des investissements rassurants vu que déjà la loi ça change après des années, donc on peut pas aller sur des investissements à long terme et puis on n'a pas cette liberté de choisir les produits et être libre de nos politiques commerciales. Donc je pense qu'ils pouvaient travailler avec l'Union africaine pour choisir les produits qui devaient partir de l'Afrique vers les États-Unis par exemple, ou bien la ZLECAf. Donc c'est des projets qui doivent être travailler en collaboration avec les Africains, mais non pas. Oui. C'est les États-Unis d'Amérique qui prennent le dessus et c'est eux qui décident du sort de l'Afrique en quelque sorte. Oui. Alors, si je peux ajouter quelque chose, juste en profitant à travers ça, elle a dit quelque chose d'important qui est important quand elle a dit en disant la loi change. Vous savez que avec la nouvelle loi qui a été votée, c'est-à-dire que les conditions d'éligibilité vont changer selon 2 ans. Donc il y aura toujours des votes d'éligibilité selon regarder si les pays sont éligibles pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'avant, c'était 1 année. C'est-à-dire qu'on regardait les pays, on regardait est-ce que tu vas à l'encontre de ce que les États-Unis d'Amérique veulent. En retour, si on regarde, on dit il faut regarder si le pays évolue, etc. Mais il y avait aussi, est-ce qu'ils respectent les conditions selon... Moi, je dirais que ça devient plus un outil d'ingérence, plus qu'autre chose. Mais un moyen de développement. Oui, mais plus actuellement qu'un moyen de aussi, développement. Le président Joe Biden, il peut prendre la décision de supprimer automatiquement le pays qui ne respecte pas les lois. Dans le projet de loi proposé, avant il avait plusieurs options, mais actuellement c'est supprimer directement et automatiquement le pays qui ne respecte pas. C'est qui influence, si elle dit par exemple quand le pays est exclu, c'est qui va influencer sur certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a déjà perte d'accès privilégié au marché américain. Oui. Parce que c'est ça le but pourquoi les gens veulent participer à travers cette loi. Il y a aussi l'impact sur l'économie, donc il y a un impact sur sur l'économie du pays qui va être exclu. Il y a la réorientation des stratégies commerciales, c'est-à-dire que toute ta stratégie d'exportation de tes matières premières, par exemple, ou des produits que tu faisais, doit être donc tu es exclu sans préavis. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire que si on voit que tu respectes pas, tu es exclu. Par décision du président américain, Joe Biden peut s'arriver en disant aujourd'hui tel pays exclu parce qu'il n'a pas respecté certains. Alors nous allons écouter bien sûr le commentaire et l'opinion de notre expert concernant les conditions d'éligibilité pour accéder
ce programme, mais j'aimerais revenir sur quelque chose que vous venez de dire, Mzoura Al-Hayani, concernant l'intégration régionale en Afrique. Et j'aimerais vous poser cette question, Mohamed Achir, avant de parler des conditions. Est-ce que, ou bien, quel est l'impact potentiel de l'AGOA sur l'intégration régionale en Afrique? C'est vrai qu'on parle du commerce entre les États-Unis et l'Afrique, mais est-ce que l'AGOA favorise et redynamise le commerce intra-africain? Oui, il y a un impact positif. Pourquoi? Parce que d'abord, l'AGOA, il faut dire une chose. J'ai dit d'abord tout à l'heure qu'il s'agit de niches, c'est-à-dire un peu de quelques fenêtres d'exportation. D'abord, ce dispositif a permis à plusieurs pays africains, surtout les pays ayant des revenus faibles, un certain apprentissage dans les techniques de pénétration du commerce international, les techniques d'exportation, parce que l'exportation est un métier. Donc lorsqu'on est soumis à des lois économiques, surtout d'abord ce qu'on appelle le respect des différentes, c'est-à-dire normes de qualité à l'export, packaging, la logistique, les techniques de financement. Donc il y a un apprentissage qui s'est développé et qui a permis aux opérateurs économiques locaux de connaître l'acte d'exporter, de connaître ce métier. Donc ça, c'est un avantage. Deux, il y a certes des normes qui sont imposées. Bien sûr, en parlant des conditions. Sur le plan, il y a des conditionnalités aussi, politiques, les droits de l'homme, etc. Enfin, derrière tout acte commercial et économique, donc selon vous, c'est tout à fait normal. Il y a toujours l'influence des objectifs politiques d'influence qui sont recherchés. Mais il faut noter l'avantage techniquement dans cette fenêtre permettant à certains pays africains d'exporter au marché américain sans taxe douanière, c'est-à-dire avec quand même, c'est un couloir vert carrément. Mais aussi, il y a une chose aussi. Mais est-ce que ça permet à ces pays de développer leurs industries, par exemple de développer la transformation de ces produits, de ces matières premières? Dans la mesure où l'AGOA, elle impose d'abord, elle exige des produits fabriqués localement. Donc je pense qu'il exige un taux d'intégration au moins de 35%, donc cela favorise quand même la remontée de filières et des chaînes de valeur. On ne vous permet pas d'exporter des produits d'un autre pays dans ce dispositif vers les États-Unis d'Amérique. Donc il faut que ce soit un produit fabriqué localement. Donc c'est un avantage. D'ailleurs, même la ZLECAf, il a beaucoup insisté sur l'origine des produits et sur le taux d'intégration des produits pour qu'ils bénéficient de la zone de libre-échange africaine. Donc ça c'est important parce que ça permet quand même une certaine remontée des filières, une industrialisation et la création aussi d'un écosystème de production dans les pays. Parce que on ne peut pas acheter un produit en Asie et lui faire juste l'étiquetage ou bien l'emballage, ou bien apporter 10% de la valeur ajoutée et l'exporter. Donc cela, ce n'est même pas bénéfique pour ce pays-là. Sinon, on est un pays marchand. Il faut être un pays producteur. Donc ça, c'est dans la mesure. Mais ce qu'il faut noter davantage, c'est que l'Afrique a besoin d'un apprentissage dans le commerce extérieur. D'abord, elle a besoin de renforcer son intégration économique interafricaine, c'est très important. Et elle a besoin aussi de pénétrer les marchés à l'international avec une forte valeur ajoutée, avec la valeur. Parce que si on reste toujours dans les termes d'échange, on exporte toujours des produits, des matières premières et des produits semi-finis moins valorisés à l'international, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas transformés en produits finis. Donc cela, ça ne donne pas de la valeur à l'Afrique dans son commerce extérieur. D'ailleurs, toute l'Afrique, je vous étends peut-être de vous donner un peu ce chiffre, toute l'Afrique, son commerce, il participe à 3% du commerce mondial, c'est tout. Donc vous voyez que le poids de l'Afrique dans le commerce mondial est vraiment négligeable. Très. Et il est largement au-dessous, bien entendu, de son potentiel. De son potentiel. Donc, il y a tout un travail à faire.
Mais quand on est intégré dans un dispositif qui exige des normes techniques, donc cela est bénéfique. Maintenant, la question, bien sûr, la question d'influence politique, la question de clientalisation des pays africains, etc., tout ça, c'est un autre débat, je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Mohamed Achir, restez avec nous en ligne. Samuel Akizemana, j'aimerais tout d'abord poser une question. Vous pouvez rebondir aussi sur la réponse du professeur Achir. Ma question, c'est quelles sont les perspectives pour l'avenir de la GOA au-delà de 2041 ? On parle d'un prolongement, mais au-delà de 2041, comment on peut percevoir déjà, comment voyez-vous la GOA ? Déjà, moi j'aimerais bien déjà qu'il y ait cette ouverture d'esprit. Pourquoi ? Parce que j'aimerais déjà que, vous savez, il y a une chose que moi j'aimerais voir en Afrique, c'est-à-dire que l'Afrique est prête à collaborer avec toute personne. C'est-à-dire que ce soit les États-Unis, que ce soit les Européens, que ce soit les Asiates, etc., on s'en fout. Ça serait bien de collaborer avec eux, mais que ce soit des collaborations gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant dans un principe où on ne veut pas le sadaka, en fait. En fait, si on part dans le principe où on te dit je t'offre un bon marché, je te donne un bon marché, mais en contrepartie, avec le bon marché que je te donne, moi, j'aurai l'influence sur toi, surtout, je commence à prendre des décisions à ta place. C'est-à-dire que je commence à t'inculquer mes cultures à moi en t'en faisant abandonner tes cultures à toi. C'est-à-dire que il faut qu'on change ce côté-là. C'est-à-dire que si je regarde les perspectives, moi je me dis c'est un bon marché qui est là pour les pays qui bénéficient, comme l'expert a pu le dire, c'est intéressant, etc. Mais en regardant très bien en Afrique, actuellement, si on regarde très bien, on doit avoir de valeur ajoutée. L'expert a pu le dire, valeur ajoutée. Mais en regardant très bien en Afrique, les pays qui participent à travers cette loi, combien de pays sont des pays avec des infrastructures de transformation, ils ont des sociétés de transformation des matières premières qu'ils ont. C'est rare, il n'y a pas. En fait, la plupart des pays qui sont là, ce pas des pays qui ont des industries de transformation des matières premières qu'ils ont. En fait, nous sommes toujours dans l'optique. Nous prenons les matières premières sans transformation ou semi-finies et nous les exportons. D'une part, il n'y a pas réellement de grande valeur ajoutée parce que ces produits vont revenir en Afrique. Ouais. Et ils vont revenir et on va les acheter à des prix encore plus coûteux. C'est-à-dire que si on regarde, c'est un bon marché. On peut le dire, c'est un bon marché. La GOA, c'est un bon marché pour les pays africains, mais ça serait intéressant que l'Afrique puisse bénéficier à travers des valeurs ajoutées, c'est-à-dire que nous ayons des industries de transformation où nous pouvons amener des matières premières ou d'autres produits que nous amenons les matières premières transformées et qu'il y ait cette valeur ajoutée. Donc, ces perspectives-là, ça serait intéressant. Et non pas seulement mettre l'accent sur le côté... ça devient un instrument parce que jusqu'à maintenant, en regardant les avantages, oui, il y a des avantages, mais le côté instrument, maintenant, ça devient encore plus flagrant. Et lorsque ça devient plus flagrant, maintenant, j'aimerais bien que soient nos dirigeants, etc., ils puissent aller négocier en disant, nous ne voulons pas de votre ingérence. Si vous voulez travailler avec l'Afrique, travaillez parce que oui, le marché africain est intéressant pour les États-Unis. Il faut que nous comprenions ça. C'est pas seulement pour les Africains que les marchés américains sont intéressants. Le marché de l'Afrique est intéressant aussi pour les États-Unis. Donc nous devons nous affirmer en disant, voilà, gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, vous voulez travailler avec nous, donc nous devons travailler dans des principes gagnant-gagnant. Donc il doit y avoir des renégociations. Si ça continue comme ça, nous serons toujours perdants. Écoutons peut-être le conseil de Mohamed Achir. Mohamed Achir, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous êtes spécialiste de l'économie solidaire. Quel conseil pouvez-vous donner aux entrepreneurs africains pour tirer le meilleur parti de l'AGOA dans les années à venir ? De toute façon, la voie salutaire pour l'Afrique et pour les entrepreneurs africains, c'est de développer des chaînes de valeur interafricaines. Et la ZLECAf pourrait contribuer largement à la construction des zones, des chaînes de valeur interafricaines pour permettre justement de valoriser en interne la production. Oui. Et quand on crée des chaînes de valeur régionales africaines, donc cela veut dire que c'est la création d'emplois, c'est la valeur ajoutée et c'est la création des écosystèmes intégrés et après la remontée des filières, parce qu'il faut savoir une chose que le commerce international n'est pas facile. Donc c'est un commerce très très concurrentiel
et il faut sortir justement de son rôle assigné à l'Afrique, qui est un rôle vraiment primaire dans la division internationale vers un du travail. partenariat, enfin gagnant-gagnant, win-win, n'est-ce pas, Mohamed Achir? Construire des partenariats, surtout, parce que les chaînes de valeur régionales africaines, ça se construit avec des partenariats. Par exemple, l'initiative de l'Algérie de créer des zones franches frontalières permettra à créer des partenariats, des jointes ventures entre des entreprises africaines, même hors Afrique, mais ces zones franches-là vont construire des chaînes de valeur interafricaines en production et en commercialisation. Donc, progressivement, c'est ça qui va renforcer l'intégration économique africaine, et c'est ça qui va, c'est-à-dire resituer l'Afrique en force dans le jeu de l'économie mondialisée. Parce que l'économie, elle est mondialisée, la concurrence est mondialisée. Il y a maintenant un standard de normes et de qualité important. Il y a un retour au protectionnisme, il ne faut pas l'oublier. Oui. Les Américains sont protectionnistes aujourd'hui. Ils sont protectionnistes même à l'égard des Européens. Oui. Et il y a des mesures protectionnistes non tarifaires, intelligentes, invisibles, qu'on ne voit pas. Et l'Afrique, il n'est pas encore à ce stade, donc, parce que l'Afrique, maintenant, elle a besoin de produire d'abord. Elle a besoin de produire et de réduire ses importations avant tout, et puis intégrer à l'échelle régionale le commerce et aller pénétrer à l'international, bien entendu. Priorité à la production, Mohamed Achir, priorité à la production. Samuel Akizimana, vous voulez intervenir, mais brièvement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Brièvement. Oui, comme l'espère a pu le dire, l'Afrique contribue à 3% du commerce mondial. Et moi, je dirais que ce soit tout Africain, que ce soit les acteurs économiques ou les autres, nous avons cette responsabilité. Moi, j'adore cette phrase. On dit nous avons cette responsabilité de faire rencontrer les deux Afriques. C'est-à-dire que l'Afrique que nous avons et l'Afrique que nous voulons. C'est notre responsabilité de faire l'Afrique que nous voulons. Je vous remercie. C'est notre responsabilité, en effet, Samuel Akizimana. Merci à vous, Mohamed Achir. Je rappelle que vous êtes expert, analyste en économie, enseignant aussi et spécialiste en économie solidaire. Merci pour vos réponses. Merci aussi à mes chroniqueurs. Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Mzhoura Alhiani également, chef d'entreprise. Merci pour vos réponses aussi. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la réécouter sur nos réseaux sociaux, notre site web et notre application aussi. Ifriqiya FM téléchargeable sur le Play Store. Merci.